Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La réforme du droit d'asile est examinée au Sénat alors que le gouvernement vient d'annoncer son opposition à la mise en place de quotas au niveau européen pour l'accueil de réfugiés. Quelle sera la réponse des sénateurs sur ce sujet brûlant? Il pourrait durcir la législation. Débat à suivre dans un instant. Pascaline Dupas, meilleure jeune économiste de l'année 2015. À 38 ans, elle vient d'être distinguée par le Cercle des économistes en partenariat avec le Sénat pour ses travaux sur l'éducation et la santé en Afrique. Elle est notre invitée en exclusivité ce soir. Semaine décisive pour le Parti socialiste. À 3 semaines du Congrès, les militants vont voter jeudi pour l'une des 4 motions. Ils ont le choix entre celles soutenues par le gouvernement, mais aussi celles déposées par les frondeurs et celle de la non-alignée Karine Berger qui espère frôler les 10%. Décryptage dans cette édition. Mais avant de développer tous ces titres, la relaxe pour les 2 policiers dans le drame de Clichy-sous-Bois. Le tribunal correctionnel de Rennes a décidé d'innocenter les policiers poursuivis dans cette affaire qui avait causé la vie à 2 jeunes garçons morts électrocutés dans un transformateur. Sandra Cerquera. La fin d'une bataille judiciaire qui dure depuis 10 ans, avec la relaxe définitive des policiers dans l'affaire Zied et Bouna. Le tribunal correctionnel de Rennes décide donc de suivre la décision du parquet. Écœurées, les familles espéraient une condamnation même symbolique. Je suis déçu, je suis dégoûté, je suis tout ce que vous voulez. Les policiers sont intouchables, c'est pas que dans cette affaire. L'avocat des familles a annoncé leur intention de faire appel. Il n'y a rien dans ce jugement, il n'y a rien, pas une seule fois, pas une seule ligne, pas un seul mot qui ne reprenne la thèse des parties civiles que je continue à appeler les victimes. Voilà. Il est évident que nous allons faire appel devant la Cour d'appel. Nous irons, s'il le faut, et si c'est nécessaire, jusque devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Nous y sommes allés. Le 27 octobre 2005, après une course-poursuite avec des policiers, les 2 jeunes garçons entrent dans le site d'une centrale EDF à Clichy-sous-Bois. Ils pensaient y être à l'abri. Ils y sont morts électrocutés. Pour le tribunal correctionnel, les policiers ont bien fait leur travail. Tout le monde avait les familles des victimes, Mais imaginez 2 familles de policiers dont les policiers sont convaincus qu'ils n'ont commis ni erreur, ni faute, ni délit et qui depuis 9 ans se trouvent mis en cause dans une certaine presse. Enfin, il faudrait peut-être y penser à ça aussi. Les policiers, après une enquête interne, n'ont jamais été sanctionnés et ont même reçu lors de l'audience le soutien de l'agent judiciaire de l'État qui s'était engagé à prendre en charge d'éventuels dommages et intérêts. Et ce soir, des rassemblements sont prévus en Ile-de-France, mais aussi à Lyon et au Havre devant les tribunaux, à l'appel des familles et des collectifs de soutien à la mémoire de Zied et Bouna. Contre les quotas, mais pour une répartition équitable de l'accueil des réfugiés, Manuel Valls a clarifié la position de la France après les propositions de la Commission européenne qui invite les États membres de l'UE à mettre en place des quotas de migrants. En pleine discussion de la réforme de l'asile au Sénat, les propos du Premier ministre n'ont pas manqué de faire réagir. Flora Sauvage. Faut-il instaurer des quotas migratoires dans l'Union, comme le suggère la Commission européenne ? Au Sénat, le débat s'est invité dans l'hémicycle lors de l'examen de la réforme du droit d'asile. Est-ce qu'on peut savoir clairement ce que sera ou ce qu'est la position de la France par rapport à la demande européenne? Oui ou non, la France va-t-elle accepter la définition de quotas européens prenant en compte les efforts déjà réalisés? Après la Grande-Bretagne, la Hongrie et la Pologne, la France s'oppose aux quotas pour l'accueil des réfugiés. Pour le gouvernement, la France a déjà fait beaucoup d'efforts. Nous souhaitons que ces demandeurs d'asile soient répartis entre pays de l'Union européenne en tenant compte des efforts déjà faits par ces pays en matière d'accueil de demandeurs d'asile. Et la notion de quota pour les demandeurs d'asile n'a pas de sens, puisqu'à partir du moment où ce sont des critères qui président à leur accueil, l'utilisation du concept de quotas n'a pas de sens. Des quotas qui trouvent pourtant des défenseurs sur les bancs de la gauche du Sénat. Vous ne pouvez pas faire du talmudisme en faisant la différence entre quotas et répartition. La différence n'est pas tout à fait claire. Là, on fait vraiment un peu on fait de la rhétorique pour noyer le poisson. La question des quotas sera abordée lors du prochain sommet européen le 30 juin. L'année dernière, 626 000 personnes ont demandé l'asile en Europe, soit une augmentation de plus de 44% par rapport à 2013.
Et on reparlera de la réforme du droit d'asile dans 24 heures Sénat, le débat. Nous vous en parlions la semaine dernière. Le Sénat a adopté une proposition de résolution qui modifie son règlement et ses méthodes de travail pour plus d'efficacité et de transparence. Et parmi les dispositions adoptées, un amendement concerne le statut des assistants parlementaires. Un premier pas vers plus de reconnaissance. Quentin Calmy. Pour l'heure, ce n'est qu'une simple ligne dans le règlement du Sénat. Pas de révolution pour ces salariés, travailleurs de l'ombre des parlementaires. Plutôt une avancée symbolique. Concrètement, ce qui s'est passé mercredi dernier, c'est un premier pas, une étape, un symbole, mais un symbole important, un symbole nécessaire. Donc forcément, on le salue et on ne peut que appeler les autorités du Sénat à aller plus loin. Une première étape pour près de 1000 collaborateurs de sénateurs. C'est toute la difficulté du métier. À chaque renouvellement du Sénat, certains sont licenciés dans des conditions parfois abusives. Une problématique qui touche toutes les assemblées représentatives du pays. On a besoin aussi d'avoir une réflexion beaucoup plus globale qui est menée aussi à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Et je pense qu'il faudrait un de ces jours, le plus rapidement possible, tendre vers une uniformisation du statut finalement de collaborateur parlementaire. Depuis 2003, un syndicat rassemble une partie des collaborateurs parlementaires. Son objectif, travailler à une convention collective pour cette profession pas comme les autres. Une énorme frustration de gens qui sont extrêmement motivés, qui sont passionnés par leur travail dans un secteur d'activité très particulier puisque c'est le secteur politique et qui sont dévoués, loyaux, compétents. Depuis 40 ans, on a une profession qui existe et qui a été oubliée puisque rien n'a été organisé au sein des institutions parlementaires pour lui donner un statut juridique, ce qui est somme toute assez croquignolesque. Remédier à cette absence de législation, pas facile, même dans l'un des lieux où s'écrit la loi et le code du travail. 24 heures Sénat, tout de suite l'invité. Et notre invitée ce soir, Pascaline Dupas, bonsoir. Vous êtes professeure à Stanford en Californie et vous venez de recevoir le prix du meilleur jeune économiste de l'année 2015. C'est une distinction décernée par le journal Le Monde, le Cercle des économistes, en partenariat avec le Sénat. Félicitations. Merci. Vous dites préférer une approche concrète de l'économie, l'observation directe de la réalité, le terrain à la théorie. Qu'est-ce que cela signifie quand on travaille comme vous sur la santé et l'éducation, notamment en Afrique? Ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai commencé à travailler sur certaines questions qui m'ont sauté au visage quand j'ai passé du temps au Kenya avant de faire ma thèse, il y a maintenant bien une quinzaine d'années. J'ai réalisé qu'effectivement la santé et l'éducation, c'est des domaines où il y avait encore des très très gros problèmes dans la plupart des pays d'Afrique. Et ce sont deux choses que je considère comme des droits, d'avoir une bonne santé et une bonne éducation, et qui sont aussi très importants en termes de production pour être productif. Et donc j'ai voulu m'attaquer à ces problèmes. Donc j'ai regardé par exemple des choses qui étaient évidentes, les enfants qui meurent de la malaria, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On sait comment empêcher cette maladie. La question c'était comment s'assurer que les ménages ont les outils qui existent, et toute une thématique de questions de subventions publiques et de tarification qui a découlé de ça. Avec une méthodologie particulière, comment la définiriez-vous? C'est une méthodologie qui peut être comparée aux essais cliniques en pharmacologie. Par exemple, si on veut savoir si un médicament marche ou pas, on peut donner le médicament à un groupe choisi aléatoirement et donner un placebo à un groupe témoin et regarder comment le groupe qui a reçu le médicament s'en sort. On fait la même chose avec les politiques publiques ou avec des programmes. On peut, dans certaines écoles ou dans certaines communautés, mettre en place un programme et ne pas le mettre dans d'autres, choisir aléatoirement qui reçoit le programme, qui ne le reçoit pas, et ça nous permet de savoir exactement dans quelle mesure ce programme spécifiquement change le bien-être et la qualité de vie des gens qui sont ciblés par le programme. Et vous avez déjà eu des résultats probants? Vous avez déjà pu voir les résultats de vos travaux de recherche mis en place par des politiques publiques, par différents gouvernements africains? Oui, c'est toujours un petit peu délicat de savoir si on doit vraiment prendre tout
comment dire, le crédit pour les changements, mais c'est vrai que c'est souvent le cas que la Banque mondiale, par exemple, ou l'UNICEF reprend dans leur rapport les travaux de recherche que l'on fait. Et ça, ce sont des documents qui sont lus beaucoup plus que nos articles académiques qui sont publiés dans des revues plus spécifiques. Donc souvent, quand les rapports comme ça, qui sont bien lus, reprennent nos travaux, ils permettent aux dirigeants politiques de faire des choix plus informés. On sait que vous travaillez avec Esther Duflo, qui avait été une des lauréates également de ce prix du meilleur jeune économiste. C'était en 2004. Vous travaillez avec elle pour son laboratoire d'action contre la pauvreté au MIT. Que représente pour vous cette récompense et qu'attendez-vous de ce prix ? C'est un grand honneur d'avoir reçu ce prix. La liste des lauréats est très impressionnante, donc je suis très fière d'en faire partie. Et je suis aussi très contente que le développement ait été très bien représenté. Le palmarès cette année inclut 3 nominés, dont 2, Luc Béagle et Olivier Barguin, qui ont aussi un intérêt dans les questions de développement. Donc ça me fait très plaisir parce que je pense que ce sont des thématiques et des questions très importantes. Quand je lis la presse française, des fois je me dis que les Français passent trop de temps à penser à leurs propres soucis et ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir des conditions de vie qui sont quand même extrêmement favorables pour la plupart. Et donc c'est bien qu'une fois de temps en temps, les Français soient rappelés à l'ordre et au fait que tout le monde n'a pas cette chance. On sait que justement Esther Duflo conseille Barack Obama pour le développement. Est-ce que vous avez la même ambition qu'elle? Est-ce que vous aimeriez justement que vos travaux servent à conseiller des gouvernements? Oui, Esther a le privilège de le faire de façon explicite. Quand on fait des travaux de recherche, on a toujours l'ambition d'améliorer la condition humaine, donc de l'ambition que nos travaux soient utiles, même si on n'a pas directement accès aux dirigeants politiques. Et j'ai l'intention de continuer de travailler dur et d'aider les dirigeants à faire des meilleurs choix. Merci beaucoup Pascaline Dupas d'avoir été notre invitée ce soir. Je vous remercie à vous. Voilà pour cet entretien enregistré il y a 1 heure. En plein débat sur la réforme de l'école et du collège, Jacques Grosperrin, sénateur UMP du Doubs, a annoncé sa démission du Conseil supérieur des programmes. Il dénonce le fonctionnement dogmatique, voire idéologique de ce conseil. En bref, le parquet de Nantes a annoncé avoir fait appel à des jugements rendus la semaine dernière par le tribunal de grande instance de la ville qui lui ordonnait l'inscription à l'état civil de 3 enfants nés par gestation pour autrui à l'étranger. C'est jeudi que les adhérents du Parti socialiste doivent voter sur l'une des 4 motions, dont celle du gouvernement et des frondeurs, avant le congrès du PS qui se tiendra du 5 au 7 juin à Poitiers. Présentation des forces en présence avec Mounir Sossi. 4 motions pour un congrès incertain. Le courant favori, porté par Jean-Christophe Cambadélis et soutenu par le gouvernement de Manuel Valls ainsi que Martine Aubry, a toutes les chances d'arriver en tête. La maire de Lille, Serralier, pour éviter un psychodrame. Nous ne voulons pas une nouvelle crise avec l'exécutif, mais tourner la page des crises et en étant encore plus efficace et plus juste. Christian Paul et les frondeurs ont leur propre vision de la justice sociale. Les accrochages sur la ligne économique du gouvernement ont perturbé la législature et brouillé le message de la gauche. Ce congrès est l'occasion de faire le point sur leur influence dans le parti pour peser sur les futures orientations. Une approche conflictuelle refusée par la motion de Karine Berger. La députée se positionne en non aligné. La motion La Fabrique, elle propose de faire la synthèse. C'est-à-dire qu'on est vraiment le point où devrait se rencontrer tout le monde dans le parti. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est 2 choses. La première, c'est que le Parti socialiste a besoin de tout le monde. De Manuel Valls à Gérard Filoche, il faut rassembler tout le monde. Il faut de la synthèse, c'est notre proposition de motion. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'un congrès, ça soit utile aux militants. Ils pourront se retrouver dans une motion dite de terrain. Elle réclame plus de diversité dans le parti et qu'ils se rapprochent de la société. La base militante ne se sent pas représentée dans sa sociologie au sein des instances du Parti socialiste. Ça reste encore un parti d'apparatchiks, d'élus, et malheureusement, les militants ne sentent pas... l'image ne colle pas aux militants. Jeudi, les adhérents sont appelés aux urnes. Le premier secrétaire s'attend à ce que 80 000 votants se déplacent sur les 130 000 que compte le Parti socialiste.
L'affaire Kerviel relancée par les révélations de Mediapart avec la diffusion sur son site du témoignage d'une policière chargée de l'enquête sur les pertes de la Société Générale. Selon elle, les dirigeants de la banque étaient au courant des agissements du trader. Mediapart s'appuie notamment sur le témoignage d'un ancien salarié. Et cette information de dernière minute, Jérôme Kerviel a saisi la commission de révision pour faire annuler sa condamnation. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré ce soir à la réforme du droit d'asile. Le texte a commencé au Sénat cet après-midi. Nos invités ce soir sur ce plateau, Catherine Tasca, bonsoir. Sénatrice socialiste des Yvelines, ancienne ministre, merci d'être avec nous. Face à vous, maître Alexandre Aslanian, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris et vous êtes président de l'association Elena Paris, une association qui a manifesté aujourd'hui devant le Sénat. Vous allez nous dire dans un instant pourquoi. Catherine Tasca, on a dit que le Sénat, après le passage du texte en commission des lois, avait durci ce projet de loi. Comment définiriez-vous finalement les travaux de la commission du Sénat ? Bon, il est vrai que la majorité sénatoriale a choisi d'avoir une approche plus dure que celle qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale et même par le texte initial du gouvernement. Je crois que le problème de fond qui se pose dans ce débat, c'est la tentation qu'ont certains de superposer, voire de confondre l'immigration irrégulière et l'asile. Pour nous, il y a là deux questions qu'il faut, avec beaucoup de rigueur, séparer, ne pas confondre. Alors ça a conduit, en effet, la majorité de la commission des lois à durcir certains aspects du texte, en particulier à introduire une disposition qui voudrait que lorsqu'il y a une décision de rejet de la demande d'asile, celle-ci vaille automatiquement ce qu'on appelle l'OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français. Voilà, c'est vraiment le point dur entre majorité et opposition ici sur ce texte. Pour le reste, je pense qu'il y a tout de même des points d'accord importants sur les progrès réalisés par ce projet de loi, en particulier en ce qui concerne les conditions d'instruction de la demande d'asile, mais aussi en ce qui concerne le statut du demandeur d'asile dans la période que nous souhaitons beaucoup voir sensiblement raccourcie, où il est admis à présenter sa demande d'asile et où, in fine, il aura la réponse. Le texte apporte un certain nombre d'aménagements positifs et dans l'intérêt du demandeur d'asile, en particulier l'instruction à l'OFPRA, qui est l'office chargé d'instruire en premier, avant même qu'il y ait d'éventuels recours, d'instruire la demande d'asile. C'est d'abord bénéficier de moyens de travail accrus, et ensuite l'examen individualisé des demandes devrait permettre un meilleur traitement et un meilleur respect des droits des demandeurs. On va faire réagir Alexandre Aslanian. Plusieurs choses ont été dites. Dans un premier temps, est-ce que vous pensez, comme Catherine Tasca, que la droite sénatoriale a confondu asile et immigration ? Oui, je pense que ce projet de loi, en filigrane, il a une préoccupation indiscutable, qui est de faire en sorte de raccourcir les délais d'instruction des demandes, tant devant l'OFPRA que devant la Cour nationale du droit d'asile, dans l'idée qu'il ne faut pas que les personnes déboutées de ce droit d'asile puissent pérenniser leur résidence en France. Et donc, dans ce cadre, les avocats qui sont membres de notre association, qui s'appelle Elena France, et je rectifie cette petite erreur, pas Elena Paris, s'inquiètent de l'instauration devant la Cour nationale du droit d'asile d'une procédure dite accélérée qui aurait pour conséquence qu'un juge unique et non plus une collégialité de juges comme c'est le cas jusqu'à présent et depuis la création de cette juridiction administrative spécialisée soit amené à statuer dans un délai de 5 semaines qui est tout à fait impossible selon nous. Mais il faut néanmoins réduire les délais d'attente. Alors il faut les réduire, nous sommes d'accord là-dessus, mais de là à passer à cet excès qui consiste à imposer au juge unique
qui interviendrait dans les cadres des procédures accélérées de statuer en 5 semaines, nous considérons que c'est à la fois une atteinte aux droits des demandeurs d'asile et nous, en tant qu'avocats, ça nous rend impossible l'exercice effectif de la mission d'assistance qui est la nôtre. Catherine Tasca, vous entendez les inquiétudes des avocats qui ont manifesté Oui, notamment aujourd'hui devant le Sénat? Nous les avons entendus, bien sûr. Le texte fait une avancée importante en acceptant la présence d'un tiers aux côtés du demandeur d'asile lorsqu'il a son entretien à l'OFPRA. Et ce tiers peut évidemment être un avocat si c'est le choix du demandeur d'asile. Donc celui-ci n'est plus seul et il peut être guidé par un avocat ou par une association compétente lorsqu'il a cet entretien qui est décisif pour la suite de la procédure. En ce qui concerne les conditions de la procédure accélérée, qui n'est pas très différente de la procédure prioritaire qui existait auparavant, oui, l'objectif, c'est effectivement de raccourcir les délais. Je pense que cela n'est pas forcément négatif pour le demandeur d'asile, parce que aujourd'hui, le fait que les procédures, et ça depuis des années, traînent vraiment en longueur, ça pose certes la question du maintien sur le territoire de personnes en situation de fait irrégulière, mais ça pose aussi le problème je dirais, de l'état de droit. Il faut pouvoir proposer aux demandeurs d'asile qu'ils s'inscrivent dans un état de droit le plus rapidement possible. C'est donc aussi l'intérêt du demandeur d'asile que nous allions beaucoup plus vite dans l'examen de sa demande et dans l'éventuelle acceptation ou rejet. Alexandre Asselineau, vous entendez les arguments développés Oui, je par les Catherine entends. Tasca? Et encore une fois, les avocats ne sont pas par principe hostiles à une réduction de l'instruction des demandes d'asile, que ce soit au stade de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile. Le propos est de dire que 5 semaines, c'est une exagération. J'en veux pour preuve que, notamment, le défenseur des droits, M. Jacques Toubon, préconise que le délai soit de 3 mois. Donc entre 5 semaines, 3 mois, vous voyez bien qu'il y a un grand écart. Mais ce système est à bout de souffle, il faut le réformer. Voilà, c'est un projet de loi qui apporte une réforme en profondeur et qui suppose en effet des efforts et des changements de méthode de la part de tous les acteurs de la chaîne d'examen et d'accompagnement des demandeurs d'asile. Alors c'est vrai que l'effort demandé tant à l'OFPRA qu'à la CNDA, à la Cour nationale donc qui peut intervenir en appel derrière la décision de l'OFPRA, ce sont des efforts considérables. Mais s'il n'y avait pas affirmation de cette volonté d'aller beaucoup plus vite, avec en même temps une égale attention aux droits du demandeur, quelle que soit la procédure choisie, que ce soit la procédure normale ou la procédure accélérée. S'il n'y avait pas affirmation de cette exigence d'aller beaucoup plus vite que ce ne fut le cas dans les années passées, eh bien, il est à craindre que rien ne se passerait. Moi, je pense qu'un dialogue s'établira entre aussi bien l'OFPRA et la CNDA que les avocats qui ont pour spécialité d'accompagner sur notre territoire les demandeurs d'asile. Mais le souci du gouvernement, comme le souci des sénateurs qui soutiennent ce projet du gouvernement, c'est qu'avec cette rationalisation de la procédure, les droits des demandeurs soient strictement respectés, que 2, les délais soient effectivement raccourcis, et qu'en conséquence, il y ait une véritable acceptabilité dans l'opinion de ce droit d'asile qui est, on le sait, discuté, on l'a vu encore ces derniers jours, et qui peut se trouver remis en cause parce que les procédures ne sont pas satisfaisantes. On nous dit aussi que 95% des déboutés restent en France. Alors, que se passe-t-il pour ces personnes, Maître Asselineau ? Pour ces personnes, ils font souvent l'objet d'obligations à quitter le territoire, comme Mme Tasca en a fait mention. Mais beaucoup d'entre eux saisissent... C'est un rapport de la Cour des comptes révélé récemment. Non, ça n'est pas un rapport de la Cour des comptes, c'est un pré-rapport. Un pré-rapport. Un rapport provisoire qui a trouvé une publicité extraordinaire parce qu'il a fuité, ce qui est quand même difficilement acceptable. Donc je crois que le 1% est discuté et contesté. Mais ce qui est objectif, c'est que une grande partie, en effet, des déboutés du droit d'asile restent sur le territoire, surtout lorsqu'ils s'y sont installés longuement. Quels sont vos chiffres, il faut préciser que
bon nombre d'entre eux, une fois déboutés du droit d'asile, saisissent les préfectures de demandes de régularisation administrative sur un autre fondement légal. Voilà. Et au titre de l'année 2014, il y a eu 35 000 personnes régularisées. Je ne dis pas qu'elles étaient toutes déboutées du droit d'asile, mais c'est pour que vous compreniez qu'il y a d'autres solutions que de faire rentrer ces gens dans l'illégalité et dans la clandestinité. Je me permettrai de souligner un point, puisqu'il y a, à mon sens, beaucoup de considérations d'ordre politique national qui sont sous-jacentes au débat actuel. Il faut quand même, me semble-t-il, remettre les choses en perspective quant à l'afflux de demandeurs d'asile dans notre pays. En 2014, pour toute l'Union européenne, il y a eu 626 000 demandes d'asile, sur lesquelles seulement 10% d'entre elles ont été faites en France, alors que 32, par exemple, ont été déposées en Allemagne. Je pense que ce sont des chiffres qu'on devrait un peu plus méditer, parce que le spectre de la France envahie par des demandeurs d'asile qui en réalité seraient des immigrés économique ne correspond pas à la réalité de ces chiffres. Et par ailleurs, permettez-moi aussi d'en communiquer d'autres relativement au taux d'admission des demandes d'asile. Le taux moyen d'admission, tout pays de l'Union européenne confondu, est de 45% des demandeurs d'asile. Mais derrière ce chiffre moyen, il y a des disparités qui sont assez difficiles à expliquer. En Allemagne, 41,7% des demandeurs d'asile voient leur demande acceptée. En Italie, 58,5%. En Suède, 76,8%. Et quand on passe à la France, on est aux alentours de 22, 23, 24%. Pourquoi une telle différence? Alors, c'est pour ça que la réponse, je ne l'ai pas. Il faudrait demander à l'OFPRA, il faudrait demander aux magistrats de la Cour nationale du droit d'asile. Mais c'est pour vous dire que le discours qui tente à dire que la France est submergée par les demandeurs d'asile me semble devoir être nuancé. Et c'est vrai que cette discussion intervient dans un contexte où le Premier ministre l'a rappelé, eh bien, ce week-end, la France s'oppose à des quotas pour l'accueil des réfugiés. Quelle est votre réaction? On a vu que Bernard Cazeneuve précisait la position de la France cet après-midi. Oui, de façon très claire. C'est-à-dire que la notion même de quota ne peut pas accompagner l'exercice effectif du droit d'asile, puisque le principe du droit d'asile, c'est l'engagement à un examen individualisé de la situation du demandeur. Donc c'est antinomique avec la fixation de quotas. On peut parler... Mais il faut une répartition plus juste Alors ça c'est autre chose. Il y a un travail à faire à l'échelle européenne pour une solidarité effective entre les pays de l'Union qui aujourd'hui sont très inégalement engagés dans l'accueil des demandeurs d'asile. Et certains pays même ont déjà mis les mains en avant aux déclarations de la Commission européenne en disant « nous pas, ça ne nous concerne pas ». Mais donc le quota c'est une fausse solution pour les demandeurs d'asile. On peut parler de quotas s'il y avait une politique volontariste concernant, par exemple, l'immigration économique en fonction des besoins de certains secteurs d'activité, mais c'est inapplicable en ce qui concerne les demandeurs d'asile. Il faut qu'ils soient demandeurs. Ce mot a quand même du sens. Ce n'est pas des gens que l'on va solliciter. Maître Aslanian, sur cette question des quotas, que dit l'avocat? Non, mais sur la question des quotas, je pense que bon, c'est une discussion qui doit avoir lieu au niveau européen de répartition de la charge entre les différents pays. Mais à cet égard, permettez-moi de préciser, je vous abreuve de chiffres. En France, il y a 985 demandes d'asile pour 1 million d'habitants. En Suède, il y en a 5700. Alors, bon, voilà, je pense que ce sont des chiffres à méditer. Merci pour ces précisions. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 22 h. Sonia Mabrouk et ses invités. Bonne soirée et à demain. Ce soir sur Public Sénat. À 22 h, le journal présenté par Sonia Mabrouk. À 22 h 30, le documentaire Le monde merveilleux du GPS. Avec le GPS, la géolocalisation est entrée dans nos vies. Retour sur une technologie qui a longtemps été l'apanage de la NASA avant que les Européens ne décident de se payer leur indépendance satellitaire. Bonne soirée sur Public Sénat. Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase.
Quels ont été les changements que les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu ont induits dans la communication politique? Cette semaine, pour les 15 ans de Public Sénat, nous déshabillons en tout bien, tout honneur ces 15 années charnières qui ont marqué la com. Déshabillons-les, mercredi à 22h45 sur Public Sénat.